Donc je vais essayer de vous faire une présentation un peu générale qui reprend donc des grandes idées de ma discipline qui est donc les neurosciences et avec un esprit critique derrière parce qu'effectivement on rationalise, on réduit la complexité du vivant et donc ça c'est un problème. Et aussi, on a besoin de mesures. C'est pour ça qu'on a besoin des physiciens. On a besoin de mesurer des choses. Et donc, mais c'est pas pour ça, c'est pas pour autant qu'on doit comprendre le cerveau comme une machine, par exemple. Vous voyez ? C'est-à-dire que le corps-machine, c'est très cartésien. Hein, et donc, la pensée occidentale est très cartésienne. C'est-à-dire qu'en général, on a tendance à coller des modèles de l'inerte sur le vivant. C'est dans ce sens-là où je suis intervenu tout à l'heure. Et c'est dans ce sens-là où il faut réfléchir parce que on est un peu pris dans cette perspective et je trouve que c'est un peu limitant. Si vous prenez en psychologie, par exemple, il y a une fonction qu'on appelle les fonctions exécutives. Et les psychologues décrivent ça comme une succession de phases. Vous voyez, pour attraper un objet, il faut il faut prévoir la première phase, la deuxième phase, la troisième phase, etc. Un petit peu comme un algorithme d'ordinateur, enfin de programme informatique. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'en fait, la pensée, c'est pas la manipulation de symboles abstraits, mais c'est la manipulation d'actions. C'est la simulation d'actions. Alors évidemment, on peut avoir, les mathématiciens, ils ont une pensée abstraite où ils manipulent des symboles. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, relève, quand on a moins de temps, quand on est plus dans l'action, hein, c'est une question de temporalité. Si je suis couché sur mon lit, je peux penser à des choses très abstraites. Mais si je suis sur une scène, ou même si je suis spectateur d'un mouvement qui se déroule en temps réel, on fait appel à une pensée abstraite, mais qui n'est pas la manipulation de symboles, mais plutôt qui est là le rappel d'action et la simulation d'action. Donc il y a comme ça, justement, cette pensée cartésienne, hein, je pense, donc je suis, il est complètement surdimensionné par rapport à la périphérie, par rapport à l'action, par rapport à l'acte. Hein. Et donc je vais essayer de rectifier un peu tout ça. Sur le plan expérimental, on peut dissocier le cerveau du corps. On peut dissocier l'action de la perception. Par exemple, les psychologues sont fascinés par ces illusions. Ils en ont décrit énormément. Et vous avez une illusion qui s'appelle l'illusion de Tikener, qui consiste en fait à demander au sujet quelle est la grosseur du cercle qui se trouve ici ou ici. Et donc, on sait, les gens rapportent verbalement que ce cercle est plus gros que celui-ci, alors qu'en fait, ils ont la même dimension. Bien. Donc ça, c'est une illusion perceptive. C'est l'illusion de quelqu'un qui surutilise en quelque sorte la perception et qui va se mettre dans une situation où la perception est coupée de l'action. Pourquoi ? Parce que dès que je demande à quelqu'un d'attraper l'un des deux cercles, il ne fera plus l'erreur qu'il fait quand il l'a fait simplement en faisant un rapport verbal et en faisant une estimation perceptive bloquée de l'action. Mais si on met le sujet dans une situation réelle d'interaction avec les objets, il n'a plus cette illusion. Donc on l'a fait très longtemps, on l'a fait dans les manuels d'anatomie, on vous montre des trucs comme ça, on vous montre des corps, on vous montre des choses, mais on ne vous montre pas, si vous voulez, les liens qui unissent toutes ces structures. Hein. On en fait des choses qu'on pose sur la table de dissection et puis qu'on va décrire comme des objets complètement inertes, en fait. Hein. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la vision, en quelque sorte, conduit la vision du spectateur. Hein, c'est celui qui va percevoir les choses assis sur sa chaise et qui a du temps pour analyser, pour délibérer, conduit à percevoir le monde d'une certaine façon et à introduire des illusions. Vous en avez une deuxième ici. Si, par exemple, votre bras est caché sous la table, mais que par-dessus, je place un bras en plastique qui ressemble à la couleur de votre peau, si votre bras en dessous de la table est comme ça et que le bras en plastique est comme ceci, vous allez penser que votre bras réellement est aligné avec la position du bras en plastique. Vous voyez donc à quel point l'information visuelle est puissante pour vous donner des illusions qui disparaissent lorsque on demande au sujet de déplacer son bras sous la table. L'illusion va disparaître dans ces conditions. Et donc pour ça, il faut comprendre un schéma, il faut essayer
de comprendre un schéma très classique, et c'est ce schéma qu'on va utiliser, que je vais utiliser pour essayer de vous faire comprendre un peu tous ces mécanismes de perception, de multisensorialité, d'intégration multisensorielle, d'illusion perceptive et de spectacle artistique, peut-être. Donc, en gros, vous ouvrez un manuel de physiologie ou de psychologie, c'est pareil, vous avez un cerveau, vous avez un corps, et puis vous voyez par exemple un objet, et donc cet objet, vous allez l'attraper, donc vous envoyez une commande sur le bras, et puis le bras se déplace, vous allez avoir des retours sensoriels. Donc on va d'emblée dissocier l'action de la perception. D'accord ? C'est-à-dire, vous allez faire un cerveau avec des zones qui sont visuelles, qui sont auditives, qui sont proprioceptives. Et puis, vous allez faire comme ça des parties de corps, parce que c'est très utile, si vous voulez, ce schéma-là permet, en stimulant ici, de repérer une cartographie du corps. Puis on va faire un petit bonhomme, comme ça, on va saucissonner en quelque sorte le schéma corporel, si je puis dire, en morceaux séparés. Donc ça, c'est une description statique du cerveau, hein, on va dire comme si c'était un objet inerte, alors qu'en fait, si vous allez dormir, si vous dormez 6 heures, en 6 heures, votre cerveau il va se reconfigurer, il n'aura plus la même architecture que quand vous vous êtes couché. Donc, ou même 5 minutes, je peux changer l'architecture de votre cerveau en 5 minutes en manipulant l'information visuelle et proprioceptive, par exemple. Donc, on a une vision fixiste du cerveau, localisationniste, pardon. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est vrai, mais c'est partiellement vrai, parce que les connexions, elles sont horizontales, et tout est dans tout. C'est-à-dire que quand je fais ça, eh bien, j'ai en même temps, si vous voulez, des activités de mon épaule, ou j'ai même probablement des informations qui sont envoyées à mes pieds, parce que quand je fais ce mouvement-là, eh bien souvent, je mobilise la main avec les pieds. Vous voyez, donc le cerveau, il le sait, donc il va associer toute cette partie de corps, et il va oublier en quelque sorte ce petit bonhomme qu'il y a au-dessus, là, qu'on nous a représenté pour nous représenter l'anatomie statique du cerveau. Alors, cette idée qu'on peut localiser des aires sensorielles dans le cerveau, séparées, elle est contredite par ce qu'on appelle les synesthésies. Vous savez, chez certains artistes qui associent par exemple des couleurs avec des sons, des chiffres avec des couleurs, ou d'autres informations avec d'autres informations, d'autres catégories d'informations, vous montrent qu'en fait, ces aires, qui sont à des endroits différents, s'interconnectent de façon très évidente chez ces artistes. On n'est pas tous doués pour mettre en interconnexion ces aires. Mais c'est la preuve indirecte qu'il y a des connexions très étroites, puisque en fait un chiffre renvoie une couleur, ou qu'un son renvoie à une couleur, ou qu'un geste même peut renvoyer une couleur. Vous voyez ? C'est une preuve indirecte de cette horizontalité dans les connexions du cerveau. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est interconnecté? Reprenons le schéma de base et essayons de le faire évoluer. Le mauvais schéma des traités de physiologie ou d'anatomie ou de psychologie. Alors, pourtant ça date, vous voyez, mais les progrès scientifiques sont longs. Vous voyez, ça date de 1866. Il y a un type qui s'appelle Van Helmholtz. Il a eu l'idée, en fait, que ce n'était pas comme ça que ça se passait, mais que c'était comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une intention et qu'on faisait un mouvement, eh bien, on espérait les conséquences du mouvement. On attendait les conséquences du mouvement. On prédisait les conséquences du mouvement. Vous le voyez formalisé visuellement sur ce schéma. Vous envoyez une commande, en fait, pour attraper une bouteille, par exemple. Cette bouteille, vous la croyez vide. Donc, vous vous attendez à un retour sensoriel qui est une bouteille vide, parce que vous avez un poids, hein, une masse à cet objet, mais, manque de chance, elle est pleine. Donc, vous allez pouvoir comparer votre projet avec la réalité. D'accord ? Et donc, l'essai d'après, vous allez pouvoir modifier la commande sur cet objet. Donc, le cerveau fonctionne en partie beaucoup comme ça, par des systèmes qui conduisent à prédire en permanence ce qui va se passer. Et prédire en permanence des sensations. C'est-à-dire ce qu'on peut mesurer avec le corps. Hein, le corps, il mesure des sensations, il envoie des retours sensoriels, il n'envoie pas des équations. Hein, ce qui est représenté dans le cerveau, ce n'est pas des équations, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des symboles. Ce sont des retours sensoriels sur les interactions avec le réel. Après, on peut formaliser ça.
sans aucun problème. Donc c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre d'apprendre ce signal d'erreur. Hein. Je ne le mets pas en rapport avec les autres structures du cerveau, mais en gros c'est comme ça que ça se passe. Et puis vous allez vous faire une expérience singulière du monde, c'est-à-dire que votre intention, c'est votre intention à vous qui est singulière, c'est pas la même que tout le monde. Vos expectations, vos attendus sont spécifiques à votre passé, à votre culture, à ce que vous avez vécu. Et donc, vous allez avoir, comme ça, vous allez construire une expérience singulière du monde par ce mécanisme très simple, simpliste que je vous montre ici. Mais on peut y ajouter, si vous voulez, après, on sait que ça se passe à tous les niveaux de conceptualisation du cerveau, à tous les niveaux d'abstraction du cerveau, cette idée que le mouvement volontaire, l'intention, l'envie de faire des choses, va générer cette nécessité d'attendre ou cette prédiction sur ces retours sensoriels. Donc la volonté, les croyances, l'imagination vont se projeter à travers ce processus jusqu'aux attributions d'intention, c'est-à-dire que vous pouvez espérer donc soulever une bouteille avec une certaine masse, donc un poids, mais vous pouvez aussi, lorsque vous allez serrer la main de quelqu'un, espérer ou en tout cas lire l'état d'esprit dans lequel il se trouve, et puis savoir s'il est de bonne humeur ou s'il est de mauvaise humeur. C'est un peu le même principe, on va dire. Mais tout ça en l'absence de symboles mathématiques, mais toujours en présence de sensations et de simulations d'actions potentielles. Donc on peut arriver à, si vous voulez, à rentrer dans la peau d'un personnage ou comprendre l'état d'esprit d'un personnage sans avoir à passer par des symboles compliqués. Donc, quand on fait, par exemple, un mouvement imaginé, quand on imagine, l'imagination, c'est quoi? C'est projeter, comme ça, c'est attendu, mais sans pouvoir les comparer avec la réalité. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça c'est un grand classique des politiques, c'est vrai, ils imaginent beaucoup, mais comme ils ne sont pas en contact avec la réalité, ils perdent le contact avec la réalité. Pour ça, il faut leur dire, il faut faire du mouvement imaginé, c'est vrai, on apprend, mais il faut aussi être en contact avec la réalité, pour être efficace, pour avoir une connaissance rationnelle du monde, connaissance congruente avec la réalité. La congruence entre mon imagination avec le monde réel se fait grâce à cette vérification entre projet et réalité. C'est tellement fort, si vous voulez, ce mécanisme-là, c'est tellement fort, ce principe de projeter ce qu'on sait sur ce qu'on voit, c'est illustré par la science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction a énormément de difficultés à imaginer autre chose que ce qu'on est. Les aliens ont tous des yeux, des oreilles, des bras éventuellement, des jambes peut-être, mais ils ont tous un peu quelque chose d'humanoïde derrière. Ils ont tous, et l'originalité, je trouve, d'une œuvre de science-fiction, ce serait de nous présenter des aliens ou des extraterrestres qui ne ressemblent pas aux terrestres, qui sont extraterrestres. Ou terrien plutôt. Donc on a aussi, si vous voulez, cette capacité à projeter nos fantasmes, enfin nos représentations, et très rapidement à mélanger le virtuel avec le réel. Et par exemple, de faire croire aux gens qu'on va bientôt faire des robots humanoïdes qui auront les mêmes capacités que les robots humains, par exemple. Vous voyez, parce qu'on va projeter, de façon anthropomorphique, nos représentations sur ces images qui sont des images calculées, qui ne sont pas des images réelles, enfin, photos d'éléments réels. Encore un autre exemple ici, vous voyez, cette capacité à projeter son humanité sur ce qu'on voit, eh bien, c'est par exemple cette impression que vous avez d'avoir un poisson, probablement, parce qu'il y a là maintenant, on a rompu, enfin l'artiste a rompu la ligne droite et il a mis de la courbe, et la courbe, c'est du vivant, c'est pas de l'inerte, et ça évoque probablement quelque chose de vivant et donc qui produit cette émotion, cette sensation à l'observation de cette image. Alors, il y a aussi une conséquence aussi très importante, c'est que quand vous avez la possibilité de comparer cet attendu sensoriel avec la réalité, vous annulez les sensations. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais ça, je sens presque rien. Mais si je fais ça et que vous le faites sur ma main, là, je vais sentir. Pourquoi? Parce que quand je le fais, la commande que j'envoie sur ma main gauche, ici, prévoit déjà le retour sensoriel. Donc j'annule. Ma vie de tous les jours est presque sans sensation, parce que je prédis tout ce qui va se passer. Ma vie devient
faite de surprises lorsque je ne suis plus capable de prédire ce qui va se passer. Et donc, c'est en fait ce qu'on essaye de faire, je crois, en création artistique, c'est de créer une surprise, c'est-à-dire de surprendre l'observateur et de lui montrer des choses qui sont parfois en discongruents avec ce qu'on s'attend de voir. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui vous permet, cette simple copie de commande, cette simple commande qui part sur le côté comme ceci, ce signal qui part sur le côté, vous permet de savoir si c'est vous ou si c'est l'autre. Hein. Si vous êtes à la troisième personne, vous êtes le spectateur de ce qui se passe sur la scène, mais vous pouvez aussi parfois devenir l'acteur de ce qui se passe, c'est-à-dire vous mettre dans la peau du personnage. Et donc, là, vous allez, en quelque sorte, tromper cette sensation d'agentivité, parce que l'agentivité, je l'ai, parce que ça, c'est moi qui le fais. Là, c'est pas moi, parce que je reçois passivement le signal. Le fait d'être actif dans la vie de tous les jours va vous construire cette notion d'agentivité qu'on perd, par exemple, lorsqu'on a des lésions dans le cerveau, notamment dans cette partie de la jonction temporopariétale, chez certains schizophrènes, par exemple. Donc, on fait l'hypothèse que ces signaux n'arrivent pas au bon endroit et donc que la comparaison ne peut pas se faire et qu'ils perdent cette sensation d'agentivité et que le bras qui se trouve ici, ils pensent qu'il appartient à leur voisin. Il appartient à leur voisin. Donc, ils perdent une partie de la conscience objective de leur corps. Donc, on peut le faire. On peut manipuler expérimentalement ça. C'est-à-dire que si vous placez une caméra dans mon dos et que si vous me placez des lunettes, je vais me voir devant comme ça. Je vais avoir mon image, l'image de mon dos devant moi. Et je vais avoir la forte sensation d'avoir un dédoublement de personnalité qui correspond en quelque sorte à ce que ces schizophrènes ressentent, en manipulant en quelque sorte l'information visuelle et ce sens de l'agentivité. Donc c'est des choses qu'on peut aussi produire autrement. Si par exemple je stimule cette partie du cerveau qui est une structure fortement intégrative, vous voyez, c'est plus localisé, c'est plus des sensations auditives, visuelles, proprioceptives, vestibulaires qui sont isolées, mais qui sont intégrées ici, et que je stimule, je produis une sensation de sortie de corps, hein, on voit, si vous regardez ce film de Tarkovsky, qui s'appelle Sacrifice, qui m'a fait penser que c'était un peu ce qu'on pouvait ressentir quand on avait une sortie de corps, mais qu'on a probablement aussi au début de la sensation d'apesanteur en microgravité. Simplement, ce schéma, pour vous montrer, je ne vais pas insister, en fait, les noyaux vestibulaires, c'est des noyaux qui se trouvent ici, c'est des structures nerveuses qui se trouvent ici. Ces noyaux, qui sont vestibulaires, reçoivent des informations de toutes les parties du corps, de tous les organes sensoriels. Ça n'est pas unidirectionnel, ça n'est pas unisensoriel, c'est multisensoriel. C'est pour ça que quand on stimule cette zone du cerveau qu'on appelle la jonction temporopariétale, ici, eh bien, on produit quelque chose de multisensoriel. Une sortie de corps, c'est visuel, proprioceptif, vestibulaire, c'est tout ça en même temps. Donc, je passe là-dessus. Et maintenant, je vous montre que ce que je viens de dire avec des substrats nerveux, on le savait déjà depuis un certain temps du point de vue comportemental. Le fait de couper l'action de la perception, c'est un dispositif expérimental de type cartésien, occidental. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. On peut le faire fonctionner comme... on peut être spectateur des choses. Mais la plupart du temps, quand vous êtes dans l'action, quand je vous parle, je ne suis pas spectateur de moi-même. Je suis dans l'action, c'est-à-dire que je ne me regarde pas. Hein, je ne pense pas sur ma pensée, en quelque sorte. C'est une conscience qui est immédiate et qui me permet d'interagir efficacement avec l'environnement. Découper donc la perception avec l'action, vous avez certaines pathologies, par exemple comme le syndrome de Möbius, où des patients paralysés du visage ne peuvent pas exprimer certaines émotions faciales, hein, comme on est capable d'exprimer la peur, le rire, le dégoût, etc. Et à la fois, ils sont incapables de les produire, mais ils sont incapables de les percevoir. C'est-à-dire que si vous leur montrez des images comme ça, ils ne sont pas capables de vous dire à quoi elles correspondent du point de vue émotionnel.
Donc, la déficience motrice a un impact sur la déficience perceptive. Un autre exemple pour vous montrer que la perception elle est fortement incarnée, elle est motrice. Si par exemple je vous montre l'horloge atomique, ici, des physiciens, et que je vous demande dans quel sens la grande aiguille se déplace. Vous regardez là, elle se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre? Je recommence. Ils font dodo. Dans le sens inverse, vous êtes d'accord? Bien. Donc là, le mouvement apparent dont on a parlé tout à l'heure, c'est le mouvement qui semble être réel de l'aiguille, qui est abstrait, enfin qui n'existe pas, se fait dans le sens le plus court, dans le chemin le plus court. Mais ça ne marche plus si on s'adresse maintenant, si on vous montre des images d'un être vivant. Dans ce cas-là, regardez dans quel sens, par exemple, le bras va se déplacer, le mouvement apparent du bras va se déplacer. Donc là, la plus grande partie d'entre vous a la sensation que le bras se déplace dans une direction qui est compatible avec les limites articulaires. Et autrement dit, le mouvement, ce n'est pas le plus court, comme avec l'aiguille de l'horloge, là, mais c'est le mouvement le plus long, mais qui respecte ces contraintes biomécaniques. Donc ça veut dire que la perception et l'injection d'un mouvement apparent dans le cerveau se fait sous la contrainte des contraintes biomécaniques, des représentations biomécaniques qu'on a dans le corps. Donc vous voyez, on perçoit ce qui est en accord avec ce qu'on se représente sur le plan moteur. Alors, je passe là-dessus peut-être, bon, c'est un autre exemple, mais je vais essayer d'accélérer. Tout à l'heure, j'ai dit que le cerveau, ce n'était pas un organe isolé, et je crois que c'est vraiment maintenant le pas qu'il faut franchir dans le domaine des sciences de la vie, c'est-à-dire ne plus considérer le cerveau comme un organe isolé, mais comme quelque chose qui est fait pour interagir. Il y a le langage pour communiquer, mais il y a aussi le corps pour communiquer, le regard pour communiquer. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est complètement compulsif chez l'enfant et qu'on apprend ensuite à inhiber. Si vous prenez donc des nouveau-nés, vous penchez au-dessus d'un berceau, la maman fait bas, le bébé fait bas. Avec, c'est pareil, de jeunes chimpanzés, vous avez cette imitation compulsive qui est très bien identifiée. Au fur et à mesure de la maturation, le cerveau, notamment les parties antérieures du cerveau, vont arrêter cette imitation compulsive, parce que ce n'est pas tellement utile du point de vue de l'intersubjectivité, ça fait un peu bizarre. Si je suis en face de quelqu'un et que je mime ce qu'il est en train de dire, je passe pour quelqu'un de bizarre. Donc c'est quelque chose qui est présent biologiquement dans le cerveau, cette capacité à tenir compte de l'autre et à se mettre dans la peau de l'autre. C'est-à-dire, pour le comprendre, il faut simuler son action. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le principe des neurones miroirs qui, en fait, qu'on surdimensionne par rapport, si vous voulez, à ce résultat. Ce résultat, elle a simplement montré, les neurones miroirs ont simplement montré que entre la vision, on va peut-être essayer de le faire ici. Par exemple, si je vous anime ça, si ça fonctionne. Si je vous montre ça. Ou si je vous montre ça, ou si je vous montre encore ça. Je peux le faire donc avec des vidéos et je peux enregistrer votre cerveau et je constate que le cortex moteur s'active à la perception de ces différentes images. Autrement dit, on vous a dit depuis des années que le cortex moteur c'était fait pour produire du mouvement, et là, les gens qui découvrent les neurones miroirs vous disent non, le cortex moteur c'est un cortex sensoriel. Non, le cortex sensoriel c'est un cortex moteur. Vous voyez, donc ça nécessite une espèce de révolution copernicienne par rapport donc à la compréhension du cerveau. Alors, plus étrange encore, c'est que si maintenant, simplement, je vous fais écouter ces actions, eh bien, les zones du cerveau seront actives. Les zones motrices seront aussi actives. Autrement dit, à l'audition des conséquences des actions, les aires motrices s'activeront. Donc, faire un geste, mais produire un geste et produire du son avec un geste va activer des zones motrices.
Alors, donc l'idée, c'est ça, hein, pour résumer, en fait, quand vous faites ce geste-là, réellement, si l'acteur fait ce geste-là, vous allez mettre en jeu ce petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, mais l'observateur, lui, va faire la même chose, il va simplement simuler, en fait, l'action sans la réaliser, un peu comme un mouvement imaginé, mais de façon implicite. Un mouvement imaginé, c'est un mouvement qu'on veut, qu'on désire. Hein, par exemple, je désire me lever et puis sortir de la salle mentalement. Là, vous n'en avez aucune sensation, enfin, vous n'avez aucune conscience explicite, si je puis dire. Hein. Donc c'est quelque chose qui se fait à votre insu. Autrement dit, il faut considérer des états de conscience qui sont différents. C'était un peu le sens de ma remarque tout à l'heure. Je pense que les animaux ont une conscience de ce qui se passe autour d'eux. L'homme, qui a beaucoup d'animalité, a une conscience, mais qui est issue de cette conscience animale, qui est basée sur une simulation des actions, qu'on peut verbaliser après, sur lesquelles on peut mettre des représentations très compliquées, mathématiques, symboliques, etc. Tout dépend du temps dont on dispose. Si je suis tranquillement assis sur mon fauteuil ou dans mon lit, je peux avoir une conscience explicite, être spectateur de moi-même. Mais lorsque je suis le spectateur d'un acteur, et que je rentre, en fait, dans la peau du personnage, je ne peux plus avoir cette conscience, parce que je ne peux plus délibérer. Je n'ai plus le temps pour la délibération. Donc vous voyez que le spectacle d'une œuvre peut s'aborder de deux façons différentes, de deux états de conscience différents. Je ne dis pas qu'il y a une rupture entre les deux, hein, qu'il y a une espèce de va-et-vient entre les deux. Donc c'est très utile, en fait, d'utiliser le corps pour percevoir, parce que pour les hommes préhistoriques, vous voyez, quand il y avait une proie qui disparaissait, eh bien, le prédateur était capable, sans l'information visuelle, d'avoir des informations visuelles, en quelque sorte. Et puis, ça permet de communiquer avec le corps, ça permet de partager les émotions, ça permet tout ce que vous essayez de développer quand on est artiste. C'est ça qui est intéressant, c'est justement sur ces photos. C'est Truffaut, c'est la séance de marionnettes au Luxembourg. Et donc, regardez ce film à nouveau et vous verrez que les enfants, ils sont en train de répéter ce que fait la marionnette. Ils sont exactement dans le... Et ça, Truffaut ne le savait pas, mais il avait eu l'intuition. Donc la cognition, la perception, ce sont des expériences de pensée, mais ce sont des expériences de pensée incarnées et non pas désincarnées. Non pas que désincarnées avec des symboles mathématiques. C'est ce qui permet de nous émouvoir et probablement, même si on n'a rien à voir du point de vue de la motricité avec ce type de photos, on ne peut pas s'empêcher quand même de projeter une action dans le mouvement d'une vague. Ça a été utilisé, ou c'est utilisé intuitivement par de nombreux artistes. Je crois que je vais encore une diapo. Oui, c'est tout. J'ai juste une diapo, simplement pour vous montrer qu'on peut aussi découpler l'action de la perception. C'est ce qu'a fait Salvatore Dali dans cette œuvre très provocante comme il en a l'habitude. Merci de votre attention.